Pourquoi, contrairement à des titres tels que le premier Alone in the Dark ou Another World, Little Big Adventure est de nos jours peu connu, voire même oublié du grand public? C'est une question sur laquelle nous nous pencherons dans le prochain Back to the Retro, porté sur Little Big Adventure 2, suite directe du premier opus, qui conclura l'immense épopée de Twinsen, ainsi que ce diptyque centré sur l'univers créé par Frédéric Reynal. À présent, reprenons notre histoire là où nous l'avions laissée. Salut tout le monde, en juillet dernier, je vous faisais découvrir ou redécouvrir Little Big Adventure, ainsi que le parcours de Frédéric Reynal et de son équipe, de Alone in the Dark à Little Big Adventure. Aujourd'hui, nous allons donc pouvoir continuer cette histoire avec Little Big Adventure 2, suite directe du premier opus. Aussi, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la visionner avant de regarder cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! 2 années se sont écoulées depuis la sortie de Little Big Adventure sur PC. Celui-ci aura rencontré un franc succès, autant auprès du public que de la presse, malgré ses quelques défauts. Nous sommes maintenant en 1996, à l'avènement des jeux 3D, à une époque où Super Mario 64, du géant Nintendo, impressionne et surclasse bon nombre de concurrents, cherchant eux aussi à se lancer dans la 3D. De leur côté, Adlin Studio a, en 1996, adapté Little Big Adventure sur PlayStation et fait ses premiers pas dans le monde des jeux 3D avec Time Commando, un beat'em all avec des personnages en 3D et des décors en 3D précalculés. Un jeu qui recevra un plutôt bon accueil et qui a été fait dans le but de financer l'immense projet que le studio préparait pour l'année 1997, une suite à Little Big Adventure. Cependant, une problématique se posait. Comment proposer une suite digne de ce nom en la faisant techniquement et graphiquement évoluer tout en conservant le charme du premier opus? Frédéric Reynal et son équipe avaient envie de repousser les limites techniques du premier opus tout en gardant la même aura. Maîtrisant la 3D et ayant un meilleur moteur que pour le premier volet, ils avaient donc les bons outils en main. Toutefois, le studio n'avait bien entendu pas les moyens techniques et financiers pour créer un jeu en 3D de l'envergure de Super Mario 64. Mais l'équipe avait cependant pensé à tout, et c'est avec plusieurs essais sur ce qui était techniquement possible ou non que le développement du jeu put ainsi commencer. Comme expliqué auparavant, Frédéric Reynal et son équipe souhaitaient faire de leur possible pour proposer un gros changement technologique à leur projet, tout en voulant conserver les ingrédients principaux du premier volet. Ainsi, contrairement à son prédécesseur qui était en 3D isométrique, Little Big Adventure 2 sera en 3D temps réel pour les scènes extérieures, tout en conservant sa caméra fixe, celle-ci changeant toutefois d'angle selon les plans, à la manière du premier Resident Evil, sorti en 1996. Toutes les scènes se déroulant en intérieur seront conservées comme pour le premier opus, avec les décors 2D et les personnages et objets en 3D. Point de vue gameplay, le jeu conservera du premier les différents comportements de Twinsen, normal, sportif, agressif et discret, tout en y apportant quelques améliorations. Car en effet, dans cette suite, Twinsen aura recours à bien plus d'objets que dans le premier volet. Et ce menu des comportements permettra aussi aux joueurs de pouvoir passer dans un état utilisant cet objet, raccourcissant totalement la manipulation du passage dans l'inventaire. En dehors de cela, le gameplay reste le même, mais en bien plus amélioré. Beaucoup d'exploration, même plus qu'autrefois, davantage de recherche, d'énigmes, de donjons, et enfin de combats de boss, la petite nouveauté de cet opus. Twinsen pourra également effectuer quelques nouveaux mouvements, comme le saut en course, mais également des bonds d'esquive, en plus d'avoir, comme je le disais juste avant, accès à de nombreux nouveaux objets, et notamment de nouvelles armes. Toujours sa fameuse balle magique, mais aussi des fléchettes, une sarbacane, un pistolet, et pour finir, un gant de boxe permettant de renvoyer les boules de feu. Autre nouveauté changeant totalement du premier opus, Twinsen peut à présent piloter une voiture et notamment se balader librement avec. Contrairement au premier épisode où chaque séquence véhiculée était automatisée, uniquement dans le but de naviguer d'une zone à l'autre. La patte graphique a elle aussi été améliorée, les visages des personnages sont ainsi plus détaillés, de même que les animations et les décors. L'équipe aura donc dû faire une importante refonte de tout son univers afin de présenter de telles améliorations. L'équipe derrière Little Big Adventure reste d'ailleurs quasiment la même que pour le premier opus, à 2 exceptions près. Dorénavant, l'équipe s'est étoffée, notamment au niveau des animateurs, plus nombreux et qualifiés qu'auparavant.
Et également, le projet se fera sans Jean-Jacques Poncet, auteur des dialogues, références et de la trame scénaristique du premier volet. Pour ce second épisode, le studio choisira de travailler avec Marc Albinet, afin d'apporter plus de profondeur, voire même de dramaturgie à ce scénario, tout en gardant l'humour fidèle du premier opus. Ensemble, toute l'équipe étoffera donc l'univers de Little Big Adventure. Plus question pour Twinsen d'uniquement parcourir sa planète. Cette fois, il partira à la découverte de nouveaux mondes. Effectivement, en plus de revisiter l'hémisphère sud de Twinsen, le héros pourra désormais partir à bord d'une navette spatiale afin d'explorer deux nouveaux lieux, à savoir la planète Zilish et la lune d'Émeraude. Mais si le cœur de l'intrigue ne se passe pas entièrement sur sa planète, Twinsen recroisera quelques visages familiers du premier opus, tels que l'inventeur Jérôme Baldino, qui aura un rôle bien plus important dans cet épisode, ou encore Joe le lutin. De son côté, les zones explorables sur la planète Twinsen sont bien plus vastes que dans le premier opus, d'un point de vue scénaristique. Contrairement au premier jeu, Twinsen ne vit plus sous le joug de l'occupation de Funfrock et de ses clones. Donc par logique, les zones sont plus accessibles et offrent accès à de nouveaux lieux, tels que l'école de magie, où Twinsen pourra obtenir de nouveaux pouvoirs, ou encore le temple de Bu, qui est dorénavant devenu un lieu touristique. Enfin, d'un point de vue technique, le level design de Little Big Adventure a énormément évolué depuis le premier. Toutes les zones extérieures de la planète Twinsen, qui étaient autrefois séparées en plusieurs tableaux, comme dans le cas du désert, sont ici générées en un seul et même tableau, faisant ainsi de chaque lieu une zone ouverte bien plus grande et fourmillant de détails assez impressionnants pour l'époque. Les deux nouvelles planètes explorables quant à elles permettent d'agrandir le lore déjà très vaste de Little Big Adventure, de découvrir de nouvelles populations, de nouvelles créatures, de nouvelles coutumes et autres modes de vie. Plus particulièrement sur la planète Zilish, dont les habitants sont nommés les Esmer. Une planète étant autrefois tapissée de forêts et de cours d'eau, un aspect bien paradisiaque, avant de se faire ensevelir de gaz, lui donnant soudainement une apparence bien plus froide. Tout comme sur Twinsen, 4 peuples Esmer civilisés vivent principalement sur Zilish, au-dessus et au-dessous du gaz. Car bien que celui-ci soit nocif pour quiconque, il y a bel et bien des peuples qui ont continué à prospérer sous cette nappe épaisse. Les 4 espèces principales sont les blafards, des taupes humanoïdes, vivant pour la plupart sous le gaz, tapis dans des grottes, connus comme étant l'espèce ouvrière de la planète, bien que certains blafards aient réussi à faire carrière au-dessus du gaz en tant que vigile ou gérant de bar. Les moskibis sont des insectes géants, ayant un corps d'abeille et une tête de moustique. Ils vivent sur une île située sous le gaz, à l'écart des autres civilisations. Ils sont gouvernés par une reine, pour qui ils vouent une admiration sans limite. Les Knarta sont un genre de saucisses anthropomorphes. On les trouve un peu partout sur la planète, en tant que policiers ou que militaires, mais aussi en tant que scientifiques. Et enfin, les Sup sont la race dominante de la planète. Ce sont des êtres humanoïdes, totalement dépourvus de cheveux et de sourcils avec un crâne volumineux. La plupart des Sup sont des hommes d'affaires richissimes, des agents des services secrets ou bien des hauts placés militaires. Enfin, à leur tête se trouve l'empereur de Zilish, qui est également un Sup. Quelques autres espèces civiles sont aussi présentes, mais en minorité. Les Glooms, qui sont des crocodiles anthropomorphes, mais aussi quelques autres espèces sans nom. Et bien entendu, des espèces sauvages peuplent la planète, les plus visibles étant les monstres du gaz, des gigantesques serpents émanant du gaz qui mangeront quiconque s'en approchera. Contrairement à la planète Twinsen, où tous les peuples vivent en harmonie, sans compter l'oppression passée de Funfrock, la planète Zilish forme une sorte de hiérarchie selon les espèces. Les Sup sont ceux qui dominent, les Knarta sont leurs sous-fifres, les blafards représentent la classe ouvrière, et les moskibis, quant à eux, sont totalement opposés à ce régime que l'empereur Sup exerce sur la planète. C'est pour cela qu'ils ont leur propre régime, ainsi qu'un mode de vie totalement différent, se basant bien plus sur l'entraide et la loyauté. Les moskibis sont donc, selon l'empereur, considérés comme la dissidence des Esmer. Mais cependant, quelques Esmer, appartenant à d'autres espèces que les moskibis, sont également opposés au régime de l'empereur. Pour en revenir au mode de vie sur Zilish, celle-ci possède deux atmosphères totalement opposées. En effet, sous le gaz, l'atmosphère est volcanique, tapissée de la lave provenant de l'îlot de la Célébration, situé à la surface. Sous ce gaz, les gens vivent dans des grottes ou des mines, et ont un mode de vie entre guillemets plus tribal que les habitants de la surface. Au-dessus du gaz, on y trouve la grande ville d'Otringal, avec ses bars, ses salles de spectacle, ses casinos, son port, son hôtel de luxe, et enfin l'immense palais de l'empereur. Un peu plus loin se trouve l'îlot de la Célébration. Sur celle-ci se trouve le temple de Dark Monk,
la divinité en qui croient tous les Esmères. C'est dans ce temple que les Esmères font des cérémonies afin de célébrer leur dieu. Chaque peuple Esmère possède un fragment de clé qui, une fois assemblé, permettent de finaliser la cérémonie et de faire sortir une immense statue de Dark Monk du volcan, située derrière le temple. Malgré tout, depuis l'arrivée du gaz, l'atmosphère y est devenue terne et sombre, totalement à l'opposé de ce qui se passe en dessous. Au niveau de la répartition des peuples, tous les subs vivent sans exception à la surface, à Haute-Ringale. Les Knartas sont un peu partout. Les Blafards sont en majorité sous le gaz, travaillant dans les mines et vivant dans les grottes, sous l'œil des Knartas en garnison, les surveillants. Et quelques-uns sont exploités à la surface, chargés de la protection de patrons sup. Et enfin, les Muskie sont, tous sans exception, sous le gaz, comme je l'expliquais, sur une île totalement à l'écart des autres. Encore une fois, on y voit ici la symbolique de hiérarchie. Les puissants vivent uniquement en haut, les hommes de main font régner l'ordre partout, les ouvriers sont principalement exploités en bas, et les dissidents sont en bas, totalement à l'écart des autres. Je pense que j'ai ici pu vous montrer toutes les nouvelles techniques dont dispose le jeu par rapport à son prédécesseur, ainsi que vous expliquer le nouveau lore qui vient s'ajouter à ce dernier. Passons donc à présent à l'histoire de Little Big Adventure 2, Twin Sands Odyssey. Plusieurs années se sont écoulées depuis que Twinsen eut libéré la planète Twinsun de l'emprise de Funfrock. Dorénavant, les citoyens vivaient de nouveau tous en harmonie. Twinsen, lui, était devenu le héros connu de tous, à tel point qu'un musée à son effigie avait été érigé. Twinsen et Zoé avaient également emménagé dans une nouvelle maison sur l'île de la Citadelle, car leur ancienne fut détruite par les bombardements de Funfrock, et aussi car les attendait un heureux événement. Bientôt, ils seraient 3. Par une belle journée ensoleillée, Twinsen et Zoé étaient dans le centre-ville de l'île de la Citadelle, jusqu'à ce qu'un terrible orage ne vienne frapper la ville, et le Dinofly qui passait par là, et qui vint s'écraser derrière la maison du couple. Zoé chargea donc Twinsen d'aller chercher un remède pour soigner le Dinofly à la pharmacie. Il alla tout d'abord récupérer sa balle magique dans la cave, et sa tunique ancestrale au musée. Puis il se rendit à la pharmacie où il apprit malheureusement qu'il n'y avait pas de remède en stock. Mais fort heureusement, une cliente connaissait un remède. Elle travaillait pour un vieux mage guérisseur vivant sur l'île du désert, et il pourrait, selon elle, sans aucun doute donner ce remède à Twinsen. Mais pour se rendre sur l'île du désert, il fallait que la tempête s'arrête, et pour cela, il fallait que Twinsen aille voir le mage météo, vivant dans les hauteurs de l'île de la Citadelle. Celui-ci nous apprend que pour arrêter la tempête, il a besoin d'être en haut du phare de l'île, mais que le gardien de celui-ci avait disparu. Le gardien avait en fait été enlevé par le Tralu, un monstre vivant dans une grotte aux abords des collines de la ville. Twinsen parvint à s'y rendre et à surmonter les obstacles pour vaincre le Tralu. Après cela, il libéra le gardien et tous se rendirent au phare afin de résorber la tempête. Au même moment, des êtres venus d'ailleurs se posèrent avec leur vaisseau sur la planète Twinsun. Ils déclaraient se nommer les Esmères, provenant de la planète Zilish, et venir en paix sur Twinsun. En attendant, plus de temps à perdre, Twinsen se rendit donc sur l'île du désert dans le but de trouver un remède pour le Dinofly. Arrivé sur place, il se rendit à la maison du guérisseur, mais il n'était pas là. Mais la dame qui l'avait renseigné plus tôt y était. Elle lui apprit que le mage était parti et ne savait pas quand est-ce qu'il reviendrait, mais qu'il pouvait, en cas d'urgence, s'adresser à l'école de magie. Elle lui offrit un flacon d'acide, pouvant restaurer de vieux documents, qui peut-être pourraient lui servir plus tard. Twinsen se rendit également chez Jérôme Baldino, qui vivait juste à côté, et qui lui remit une pièce pour réparer sa voiture. Il se rendit ensuite à l'école de magie où il y rencontra le directeur qui lui indiqua que pour guérir son Dinofly, il devait devenir un mage, et que pour cela, il devait passer 3 épreuves dans l'ordre de son choix. Twinsen alla donc passer la première épreuve, qui se trouvait dans la pièce à côté, et qui consistait à renverser un certain nombre de cibles mouvantes sur un temps limité à l'aide de sa balle magique. En récompense, le mage offrit à Twinsen une sarbacane, lui permettant de multiplier ses tirs et de les rendre plus précis. Twinsen retourna ensuite sur l'île de la Citadelle afin d'apporter la pièce de voiture à Zoé pour qu'elle la répare. Elle l'informa que Baldino avait oublié de lui remettre une radio pour qu'il puisse communiquer. En chemin, Twinsen apporta le flacon d'acide à son voisin qui lui remettra une petite pyramide en pierre, une sorte d'artefact étrange. De retour sur l'île du désert, et sitôt la radio reçue, Zoé appela Twinsen pour lui dire qu'elle apportait la voiture sur le port.
Il la récupéra et partit donc en quête pour la seconde épreuve. Récupérer une fleur des sables rare poussant en haut des dunes. Et en retournant voir le mage de l'école de magie, celui-ci lui remit une conque permettant de guérir, faisant de lui un guérisseur, et lui permettant d'aller guérir le Dinofly. Ce dernier emmènera Twinsen en haut du dôme de l'Ardoise, lieu de sa troisième et dernière épreuve pour devenir mage. Il allait devoir mémoriser un chemin et le reproduire sur des plateformes invisibles à l'œil nu. Le moindre faux pas lui serait fatal. Mais sans trop de soucis, Twinsen parvint au-delà de cette épreuve, à l'issue de laquelle il obtiendra une ardoise magique mémorisant tous les plans et chemins qu'il souhaitera. Les 3 épreuves ont été réussies. Twinsen repartit donc pour l'île du désert afin d'obtenir son diplôme de mage, et augmentera ainsi son niveau de magie. Le directeur l'informera qu'il n'a plus de tenue de mage en stock, et lui proposera d'aller chercher sa tenue auprès d'un marchand ambulant dans le désert. Il l'informera également d'une affaire bien plus grave. La plupart des mages de Twinsen ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Twinsen partit donc à la recherche du mage ambulant afin de récupérer sa tenue, ainsi qu'une fausse barbe de mage. Cela serait probablement plus simple pour enquêter autour de ces mystérieuses disparitions. En se baladant dans le désert, Twinsen rencontra un bédouin qui lui indiquera avoir vu un mage marcher avec des valises en direction de l'Hacienda, un bar pas loin d'ici. Il lui confia également qu'il s'inquiétait à propos des Esmères. Arrivés depuis peu de temps sur Twinsen, mais de plus en plus nombreux, sans pour autant interagir avec les Twinseniens, se demandant s'ils étaient réellement venus en paix. En se rendant à l'Hacienda, Twinsen fait la rencontre d'un Esmère, lui parlant d'un programme d'échange ultra secret, le but étant qu'ils fassent découvrir leur science directement sur leur planète, en échange de quoi les mages leur feront découvrir leur magie. Twinsen, sentant qu'il mettait le doigt sur quelque chose, suivit l'Esmère dans un hangar secret, jusqu'à l'un de leurs vaisseaux qui décolla vers Zilich. Arrivé sur place, Twinsen est involontairement reconnu par Joe le lutin. Soudain, les soldats Esmères se retournèrent et l'arrêtèrent, le démasquant et indiquant qu'il était recherché. Il fut aussitôt mis en prison, l'heure d'une nouvelle cavale avait sonné. Pourquoi est-il recherché et surtout dans quel but? Twinsen finirait par le découvrir tôt ou tard. A l'aide de Joe le lutin et de sa téléportation, Twinsen put s'évader de sa cellule, et parvint à voler un disque de route, obligatoire pour le fonctionnement des vaisseaux, dans l'une des tours de communication. Puis enfin, il parvint à regagner Twinsen à bord de ce vaisseau spatial, avant de s'écraser brutalement sur les collines de l'île de la Citadelle. À peine avait-il repris ses esprits que Zoé l'appela sur sa radio pour lui dire de revenir au plus vite chez eux. De graves événements se sont produits. Twinsen retraversa donc tout le centre-ville tout en évitant les nombreux soldats Esmères qui occupaient à présent la ville. Plus rien de pacifique n'était visible. Sa tête était de nouveau mise à prix. Arrivé chez lui, Zoé lui apprit que les Esmères avaient enlevé tous les enfants de Twinsen et que personne ne savait où ils se trouvaient. Elle le chargea de partir à leur recherche. Elle lui apprit également que Baldino avait découvert que des choses étranges se passaient sur la lune d'Emeraude et qu'il était parti enquêter sur place. Mais qu'avant cela, il lui avait laissé son protopack dans le centre de colis. Twinsen partit donc récupérer le protopack, puis s'envola avec le Dinofly vers l'île du désert, pour aller dans une mystérieuse caverne abritant un gigantesque coquillage. Grâce à son protopack, il put l'atteindre et ainsi obtenir la perle incandescente qu'il renfermait. Puis, en retournant voir le directeur de l'école de magie, celui-ci lui apprit qu'il devait davantage augmenter ses pouvoirs afin d'espérer pouvoir vaincre les Esmères, et que pour augmenter ce pouvoir, il devrait récupérer la boule de Sendel, lui révélant au passage que celle-ci fut dissimulée dans une cage de glace quelque part sur l'île de la Citadelle par le mage Météo, lui apprenant également que selon lui, seule la foudre pouvait faire fondre cette glace. Lorsque Twinsen lui parla de sa trouvaille dans la caverne au coquillage, le directeur lui révéla que le mage Météo lui avait dit qu'il se servait de perles incandescentes afin de pouvoir fabriquer son sort de foudre. Twinsen repartit aussitôt sur l'île de la Citadelle pour rendre visite au mage Météo. En arrivant dans sa hutte, celui-ci s'était aussi volatilisé. Mais un chaudron bouillonnait encore dans le fond de la pièce. Twinsen ajouta la perle incandescente à la mixture et obtint ainsi un anneau de foudre. Désormais capable de maîtriser le fameux sort de foudre, Twinsen se rendit au bar de l'île, étrangement bien gardé. Après s'être débarrassé de tous les soldats Esmères à l'intérieur, il découvrit une clé qui le mena à la cave, où il y trouva une trappe dissimulée derrière des caisses. Il atterrit dans les égouts de la ville, qui possédaient une porte cachée derrière un mur, avec un étrange socle aux alentours, qu'il réussit à ouvrir grâce à la pyramide que son voisin lui avait donnée. La porte secrète s'ouvrit et Twinsen découvrit la boule de Sendel, scellée dans une cage de glace. En utilisant son sort de foudre récemment appris, Twinsen parvint à obtenir la boule, lui octroyant ainsi un nouveau niveau de magie, ainsi que la possibilité d'être directement contacté par Sendel. En ressortant, Twinsen fut contacté par Jérôme Baldino, qui se trouvait sur la lune d'Emeraude, lui demandant de le rejoindre très vite, car il venait de découvrir le plan des Esmères.
l'enlèvement des mages et des enfants n'était que la première partie. Il souhaitait en réalité faire exploser Twinsun. Il fallait donc maintenant trouver un vaisseau afin d'aller sur la lune d'Emeraude. De fil en aiguille, Twinsun se rendit donc au temple de Bu, sur l'île du désert, devenu un lieu touristique comparé à la première fois où il y était allé. Mais dorénavant, ce lieu d'amusement et de tourisme était totalement retombé sous l'occupation des Esmères, comme si une base se cachait là-dessous. Twinsun s'infiltra donc dans le temple à l'aide des wagonnets du parc, installés depuis quelques années en tant qu'attraction. Après quelques changements d'aiguillage, il parvint enfin à la base Esmer. Il y déroba un disque de route, puis un vaisseau Esmer qui se trouvait en contrebas. Arrivé sur place, l'atmosphère et la gravité n'étaient pas la même que sur Twinsun et Zilish. Twinsun enfila donc une combinaison de navigation afin de pouvoir respirer. Après quelques combats, il parvint à s'infiltrer dans l'un des laboratoires Esmer situés sur la Lune. À libérer Baldino et un Esmer rebelle qui se trouvait aussi en cellule, ce dernier lui révèle alors le plan des Esmer. L'empereur de Zilish a fait alliance avec un descendant de Darkmonk, la divinité Esmer, prétendant être sa réincarnation dans le but de faire sauter Twinsun, mais surtout de rendre à Darkmonk sa forme d'origine, de le réincarner, dans le but de rendre à Zilish son apparence d'autrefois. Il lui apprend l'existence de la dissidence Esmer et qu'il pourra les conduire dans leur quartier. Mais durant l'évasion, ils sont repérés et le rebelle Esmer choisit de se sacrifier pour que Twinsun et Baldino puissent s'enfuir. Avant de rendre son dernier souffle, il dit à Twinsun de se rendre sur l'îlot CX. C'est là qu'ils trouveront la force pour renverser l'empereur et Darkmonk. Baldino et Twinsun parvinrent à s'enfuir et à atterrir brutalement sur un îlot de Zilish, aux abords du port d'Otringal, la capitale Esmer. Pendant que Baldino tente d'apporter des réparations au vaisseau endommagé, il charge Twinsun de lui ramener du gazogène, le carburant Esmer, afin que le vaisseau ait assez d'énergie pour les ramener sur Twinsun une fois tout cela terminé. Twinsun partit donc pour le centre-ville d'Otringal. Il y trouvera une boutique gérée par un sup, fan de Twinsun, qui lui proposera d'échanger ses objets inutiles ainsi que son argent twinsunien contre des Zlitos, la monnaie Esmer. Il se rendit ensuite au casino de la ville afin d'obtenir davantage de Zlitos. Une fois cela accompli, il se rendit sur le port où il rencontra un marin Knarta qui lui proposa, pour 100 Zlitos, de l'emmener sur l'îlot CX. Mais au final, il expliqua à Twinsun qu'une seule personne en était revenue en vie, et que dorénavant, elle vend des souvenirs sur l'îlot de la célébration. Il refusa donc d'emmener Twinsun à sa destination souhaitée, et le déposa à la place sur l'îlot de la célébration. En haut, Twinsun rencontra le fameux Knarta survivant, la tête couverte de bandages. Ce dernier lui rapporte qu'il a vu sur l'îlot CX une forteresse secrète, bâtie par le gouvernement, qui cache bien des choses. Quiconque s'en approche se fait tirer dessus par l'armée y siégeant. Il lui parle enfin de Rick, un dissident tenant un café sur le port d'Otringal. Selon lui, seuls ces hommes seraient assez téméraires pour approcher de cette forteresse. Twinsun repartit donc pour Otringal et se rendit au fameux bar de Rick dans le but de le rencontrer. Twinsun lui expliqua tout. La forteresse sur l'îlot CX, le projet du gouvernement de faire exploser Twinsun, et lui demande donc de l'aider à aller sur l'îlot. Rick dit à Twinsun d'aller voir Johnny Rocket de sa part à l'hôtel impérial, dans la ville haute, qui pourra le mener au dissident, et donc l'emmener sur l'îlot CX. Il alla ensuite parler avec le pompiste de la ville pour obtenir du gazogène. Malheureusement, celui-ci était à court de stock, mais attendait une livraison provenant de l'île des Knarta. Twinsun repartit donc sur le port et décolla pour l'île des Knarta. Sur place, en creusant sur le côté de l'île, il y trouva un fragment de clé, celui des Knarta. Puis, il s'infiltra dans l'usine de carburant, hautement surveillée, afin d'en récupérer. Une fois le carburant trouvé, il repartit pour Otringal afin de le ramener à Baldino. Le temps que celui-ci achève ses réparations, Twinsun allait avoir le temps de découvrir comment se rendre sur l'îlot CX. Baldino améliora également le protopack de Twinsun afin d'en faire un super jetpack, capable de voler bien plus haut, ce qui lui permit de se rendre dans la ville haute et d'entrer dans l'hôtel impérial. Il y fit la rencontre de Johnny Rocket, qui lui indiqua le lieu de la cachette secrète de la résistance. Il lui remit également une bague, symbole de la résistance contre l'empereur. Twinsun redescendit et retourna dans la boutique où il avait échangé sa monnaie contre des Zlitos. Il montra sa bague au patron, qui lui ouvrit une porte secrète, le menant au QG de la résistance. Une fois la réunion commencée, Twinsun expliqua tout son récit au résistant, pour l'assister dans sa quête. Un blafard résistant lui donna un pistolet laser, dans lequel il manquait un cristal pour pouvoir l'utiliser. Il informa qu'il pourrait l'alimenter en piochant du cristal situé sur le volcan de l'îlot de la célébration.
Twinsen s'y rendit donc, et après avoir surmonté bien des obstacles au travers du volcan, parvint à s'emparer du cristal et obtenir un pistolet laser fonctionnel, qui lui sera bien utile pour combattre l'armée de l'empereur. Selon un plan qu'il avait lu dans le repère de la résistance, l'accès à l'îlot CX se trouvait dans le repère des Moskibi, dans le sous-gaz. Le meilleur moyen d'y accéder est donc de prendre l'ascenseur menant dans le monde d'en dessous, sur l'île d'Eknarta. Twinsen repartit donc pour l'île d'Eknarta et s'infiltra de nouveau dans le complexe de l'armée contenant les réservoirs de gazogèmes. Il parvint à se rendre sur les quais et à décoller vers l'ascenseur. Mais une fois atterri, un immense monstre l'intercepta. C'était un mercenaire, engagé pour mettre fin aux agissements de Twinsen. Il parvint à en venir à bout, non sans mal, puis put enfin prendre l'ascenseur pour descendre dans le sous-gaz. Twinsen découvre le sous-gaz, un lieu tapissé de lave et rempli de soldats de l'empereur. En explorant, Twinsen entre dans une grotte, lieu d'habitation des blafards, qui l'invitèrent à dîner et lui offrirent un gant de boxe blafard, capable de renvoyer les boules de feu. En continuant son exploration de la grotte, il rencontra le prêtre des lieux, qui lui apprit qu'il y a fort longtemps, c'est le dieu Darkmonk lui-même qui transforma Zilich en gaz et en lave, et que chacun des 4 peuples Esmer reçut un fragment de clé, comme celui que Twinsen avait ramassé sur l'île d'Eknarta. 4 fragments qui sont périodiquement réunis au sein d'une grande cérémonie en hommage à Darkmonk. Et donc que lorsque les peuples auront expié leurs fautes, celui-ci les libérera de cette malédiction et redonnera à Zilich son état naturel. Il le mettra aussi en garde de ne pas se mêler de cette histoire, que ceux-ci ne regardent que les peuples Esmer et qu'il n'avait pas à intervenir là-dedans. Il lui apprend ensuite que pour aller chez les Moskibi, il devra entrer en contact avec le passeur du sous-gaz. Twinsen devra mémoriser une comptine, que l'assistant du prêtre lui apprendra, afin de pouvoir l'appeler, en l'informant au passage que pour pouvoir payer le passeur, il devrait trouver des pierres précieuses. Il partit ensuite pour une mine où de nombreux blafards étaient exploités, afin de ramasser des pierres précieuses. Tout en explorant cette mine et en ramassant des pierres, afin de payer le passeur, Twinsen entra dans une salle gardée, et mit la main sur le fragment de clé blafard, allant au-delà de la mise en garde du prêtre, ce qui forcément déclencha la colère de celui-ci. Twinsen dut donc s'enfuir de la mine, poursuivi par le prêtre, les gardes et les ouvriers blafards. Enfin, il se rendit au lieu pour appeler le passeur, qui l'emmena sur l'île des Moskibi, le peuple dissident de Zilich. À son arrivée, Twinsen put enfin rencontrer la reine Moskibi, qui lui révèle que l'un de ses amis de la dissidence Esmer faisait partie des premiers visiteurs sur Twinsen, et que c'est ainsi qu'ils ont pu être informés des réels plans de destruction de l'empereur et Darkmonk. Cependant, afin de pouvoir aller sur l'îlot CX, elle soumet Twinsen à une épreuve de courage. Il devra trouver une clé et ouvrir la bonne porte dans une salle remplie de pièges. Twinsen parvint tout de même à surmonter l'épreuve et à obtenir le Sarbatron, une sarbacane améliorée lui permettant de faire des tirs plus rapides et puissants. À l'issue de cette épreuve, la reine reconnut que Twinsen faisait désormais partie des leurs, et qu'ils feront tout pour l'aider à aller sur l'îlot CX. Elle est d'ailleurs la seule personne à posséder la clé permettant d'y accéder. Soudain, alerte générale, la base Moskibi est attaquée par l'armée de l'empereur. A l'aide de son Sarbatron, Twinsen aidera les Moskibi à repousser l'invasion des soldats Knarta. Puis, il partira en quête du fragment de clé Moskibi. Il parvint à le retrouver, mais celui-ci était gardé par un gigantesque monstre volant, crachant des boules de feu. Il parviendra cependant à le vaincre, en lui renvoyant ces dernières grâce à son gant de boxe blafard. Ainsi, il put obtenir le fragment Moskibi. Il apprit cependant à son retour que la reine avait été capturée et emmenée en détention sur l'île des blafards. A l'aide du passeur, Twinsen y retourna donc et parvint à s'y infiltrer en entrant dans une caisse de pierres précieuses via la mine. La reine, souhaitant rester derrière les barreaux afin de confronter elle-même l'empereur, lui remit cependant la clé pour accéder à l'îlot CX. Twinsen retourna donc dans la salle du trône de la reine, envahi de soldats de l'empereur armés jusqu'aux dents. Après les avoir vaincus, il ouvrit le passage vers l'îlot, dont la serrure se trouvait directement sur le trône. Ainsi, après une infiltration dans les souterrains pleins de monstres du gaz, il entra dans la forteresse de l'îlot CX. Il y trouva également un sabre et parvint à atteindre la salle pour arrêter les réacteurs reliés à la lune d'émeraude avant qu'elle ne s'écrase sur Twinsen. Mais cependant, il tomba nez à nez avec l'empereur. Il lui apprit que celui prétendant être la réincarnation de Darkmonk était en réalité un étranger ne venant pas de Zilich, et que son souhait était de s'approprier l'énergie magique de Twinsen. Pour sa part, l'empereur voulant devenir le maître incontesté de Zilich, a décidé de s'allier à lui et de monter la supercherie de la malédiction des Esmer. Il ajouta également que Darkmonk avait construit une machine dans sa statue, retenant toute l'énergie des mages twinsoniens.
Un combat s'engagea donc entre l'Empereur et Twinsen, duquel ce dernier sortira vainqueur. Cependant, avant de mourir, l'Empereur activera la mise en marche des réacteurs de la Lune d'Émeraude, rendant leur course vers Twinsen inarrêtable. Mais Twinsen allait tenter le tout pour le tout. Il devait arrêter Darkmonk, et pour cela, il aurait besoin du quatrième et dernier fragment. Il se rendit donc de nouveau à Haute-Ringale dans le palais impérial, situé dans la ville haute. Celui-ci était un véritable labyrinthe, mais il parvint à arriver au bout, et à terrasser le gigantesque monstre qui gardait le coffre renfermant le fragment de clé sup, ainsi que le niveau de magie ultime. Les 4 fragments assemblés formèrent la clé de cérémonie Esmer. Twinsen s'envola donc une dernière fois vers l'îlot de la célébration, pour l'ultime étape de son voyage. Arrêter Darkmonk, libérer les mages et les enfants twinsoniens, et tenter d'arrêter la Lune d'Émeraude qui allait s'écraser sur Twinsen incessamment sous peu. Lorsque Twinsen déposa la clé cérémonielle au temple de l'îlot de la célébration, l'immense statue de Darkmonk sortit donc du sol. Un être encapuchonné se trouvait dessus. Il s'adressa à Twinsen en expliquant comment il avait réussi à duper tout le peuple Esmer avec l'aide de l'Empereur, en se faisant passer pour une réincarnation de Darkmonk. L'inconnu retira enfin sa capuche, et Twinsen, effaré, découvrit qu'il ne s'agissait de nul autre que Funfrock, qui avait survécu, et qui avait orchestré tout ça dans le seul but de se venger. Il entra dans un passage creusé dans le bras de la statue. Twinsen, qui l'en empêcherait et mettra un terme à tout ça, le suivit. Le lieu était tapissé de gros beaux clones. Mais il parvint néanmoins à libérer les mages qui, à présent, allaient tout faire pour empêcher la lune de s'écraser sur Twinsen. Pendant ce temps, ils chargèrent Twinsen d'arrêter Funfrock et de sauver les enfants encore prisonniers. Celui-ci les avait enlevés dans le seul but de faire pression sur les mages. Pendant qu'ils le poursuivaient, Funfrock en profita pour faire chuter la cage des enfants dans la lave. Mais Twinsen parvint à retrouver Funfrock, qui avait à présent son propre clone, et à les vaincre tous les deux. Puis il parvint à s'enfuir avec Baldino qui avait enfin réparé son vaisseau. Ensemble, ils sauvèrent les enfants et prirent la fuite de la planète. De retour sur sa planète d'origine, Twinsen et les autres mages allièrent leur pouvoir afin d'arrêter les réacteurs de la Lune qui continuaient sa descente. Au même moment, les Esmer, qui s'étaient rendus compte de la supercherie orchestrée par Funfrock et l'Empereur, intervinrent pour détruire les réacteurs, bien trop puissants pour être arrêtés, malgré les pouvoirs des mages. Les deux peuples alliant leurs forces et leurs connaissances parvinrent à l'arrêter de justesse, et la Lune reprit sa trajectoire d'origine, et la planète Zilish, quant à elle, reprit son état d'origine, autrefois perdu. Twinsen reconnut, grâce à son voyage, la générosité et l'honnêteté du peuple Esmer, et leur proposa donc de mieux apprendre à se connaître, à vivre ensemble, en harmonie. Et c'est ainsi que cela se conclut. Ketch, Grosbeau, Bouboule, Lapichon, Sup, Knarta, Blafard et Muskyby vivaient ensemble, apprenaient à se connaître, à jouer ensemble et à partager leur savoir et leur mode de vie dans la plus grande des bienveillances. Le temps s'écoula, voyant naître le fils du héros de Twinsen et de Zilish. Et c'est via les yeux de cet enfant, au fond de son berceau, et de ses parents jouant avec, entouré des peuples twinsoniens et Esmer, que se termine Little Big Adventure 2. Tout d'abord, il est important de noter que tous les défauts du premier opus ont été corrigés avec brio. À savoir, le recovery time inexistant est dorénavant présent. La caméra est toujours fixe, mais les angles bougent beaucoup plus régulièrement. En plus de cela, il est désormais possible de recentrer celle-ci sur Twinsen grâce à une touche, ce qui est bien mieux pour percevoir les éventuels ennemis et obstacles sous différents angles, de même que les sauts. Et enfin, en mode sportif, Twinsen peut désormais prendre de l'élan pour sauter, et donc sauter tout en courant, ce qui facilite largement les phases de plateforme parfois ardues. De plus, toujours en mode sportif, Twinsen ne se blessera plus en se prenant les murs. L'objectif de l'équipe derrière le jeu, de corriger les défauts du premier opus, est donc amplement atteint. Mais ce n'est pas tout. Le jeu paraît d'aspect beaucoup plus grand et plus long, mais en réalité, selon les dires de Frédéric Reynal, celui-ci est surtout plus vaste, plus étendu, mais la durée de vie reste semblable. Là où dans le premier opus, la majorité de l'histoire se passait sur l'île principale, qui était en quelque sorte le hub central vers toutes les autres zones du jeu, et était donc la seule zone réellement étendue avec la Malaï, eh bien, dans le cas de Little Big Adventure 2, toutes les zones du jeu sont plus étendues, même celles existantes dans le premier opus, recelant davantage de nouveaux points d'intérêt, de nouvelles zones à explorer, de secrets enfouis, et bien entendu d'un lore bien plus développé. En suivant les traces de son aîné, Little Big Adventure 2 propose donc que chaque zone extérieure du jeu soit un immense hub central vers de nombreux lieux et donjons immenses à explorer.
À titre d'exemple, l'île de la Citadelle mène aux falaises, renfermant la grotte du Tralu, l'îlot de l'Ardoise, mais également les égouts de la ville, accessibles par plusieurs endroits. L'île du désert mène au temple de Bu, relativement vaste comparé au premier opus, également à l'école de magie où Twinsen y apprendra ses nouveaux pouvoirs, mais aussi à des grottes secrètes recelant également de nombreux utilitaires optionnels. Mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Et sur Zilish, c'est pareil. À Autringal, le port donne accès à de nombreuses destinations, et plus haut, au cœur de la ville, nous pouvons accéder à la ville haute, menant au palais impérial, à la base militaire ou encore à l'hôtel. De même que dans le Sogaz, qui, en plus de vous mener à l'île des Muskibi, peut également mener à l'île du Volcan, un lieu où Twinsen pourra récupérer de nombreuses gemmes pour payer le passeur, mais également très compliqué à passer. Y aller est donc à vos risques et périls. Enfin, graphiquement, le jeu a connu une réelle évolution comparée au premier opus, avec une 3D mieux maîtrisée, notamment pour les personnages et leur animation. Par exemple, l'expression du visage des Knarta changeant en fonction des situations ou lorsqu'ils se font toucher par une attaque de Twinsen. Les environnements sont également tous bien plus beaux et surtout variés. C'est simple, toutes les zones sont différentes, et aucun des lieux en intérieur ne se ressemble, en matière de couleurs et de décoration. Pour pousser l'analyse un peu plus loin, on pourrait même dire que chaque peuple a sa propre thématique. Et ça se remarque notamment via les peuples de Zilish. Les Knarta civils vivent dans des huttes, leur village a d'ailleurs un aspect très rural, totalement en parallèle de la base qui se trouve derrière, justement gardée par des soldats Knarta. Les blafards du Sogaz vivent dans des grottes avec un aspect et une décoration plutôt minière. Les Sup vivent dans Autringal, dans un aspect urbain et luxueux. Et enfin, les Muskibi ont leur propre royaume, tapissé de décorations et de ponts en bois, un environnement assez tribal pour le coup. De plus, en plus du fait que chaque peuple a plus ou moins ses propres coutumes, le fait que passer d'une planète à l'autre entraîne un changement de devise, c'est-à-dire de monnaie, est aussi très bien pensé, les prix et les valeurs d'objets n'étant absolument plus les mêmes. Et puisque je parlais des différentes espèces du jeu, il est également bon de noter que le bestiaire s'est amplement agrandi par rapport au premier opus. Dans ce dernier, les ennemis étaient surtout des clones, et donc toujours les mêmes ennemis, avec des swap colors différents selon leur force, à l'exception de quelques serpents et de quelques monstres. Dans Little Big Adventure 2, le bestiaire s'étoffe de monstres en tout genre, de rats anthropomorphes, de serpents, d'araignées, de chiens, de monstres du gaz, de squelettes, de soldats esmer qui pour le coup n'auront pas de swap color, mais de nombreux équipements différents, allant de la matraque à la mitraillette en passant par les fusils laser, ou encore d'un nouveau type de gros beau clone. Mais surtout, là où le premier en manquait, nous rencontrerons ici de nombreux boss, parfois situés au sein de donjons remplis d'énigmes et de pièges, et parfois à la fin d'une zone afin d'acquérir un objet ou de découvrir un nouveau lieu. Dans son prédécesseur, il n'y a qu'un seul véritable donjon, le temple de Bu, et à la limite on peut considérer les 3 usines à détruire comme de mini-donjons, mais aucun d'entre eux ne possède de boss. Le seul boss de ce premier opus n'est autre que le Dr Funfrock, et donc, pour cette suite, dès le début du jeu, l'idée est de nous faire traverser de nombreux donjons et d'affronter bien plus de boss qu'autrefois. Des boss ayant tous une apparence et un pattern différent. Par exemple, le Tralu fait des attaques tournoyantes, le mercenaire de l'ascenseur lance des caisses sur Twinsen, et mieux vaut ne pas s'y frotter au corps à corps, ou encore, le monstre de l'île des Muskibi tourne autour de Twinsen en lui envoyant des boules de feu, qu'il faudra lui renvoyer en visant correctement. Les donjons quant à eux sont également tous différents, possédant leurs propres énigmes, phases de plateforme et pièges, mais également leur propre apparence. Et enfin, il y a des lieux plutôt optionnels, mais qui sont là en tant qu'attraction, autant pour le joueur que pour les personnages du jeu. Le parc du temple de Bu avec un stand de tir aux fléchettes, le circuit automobile du désert utile pour s'entraîner à la conduite de la voiture, et enfin le casino d'Autringal, dans lequel de nombreux jeux sont à disposition. Dans le cas du stand de fléchettes et du casino, ceux-ci sont souvent utiles dans la quête de Twinsen pour le farming d'argent, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Point de vue gameplay pur, je disais plutôt que les défauts du premier opus avaient été gommés, mais Little Big Adventure 2 offre également de nouvelles mécaniques de gameplay qualitatives. Les nouvelles armes de Twinsen, par exemple, offrant de nouvelles tactiques pour le combat à distance notamment, chacune ayant leur propre pattern. Dans ce cas-là par exemple, avec le pistolet laser, il faut éviter de tirer de trop près ou à bout portant, car les éclats de laser peuvent lui revenir dessus et le blesser. Chaque arme a donc une prise en main différente et nécessitera donc un court apprentissage pour le joueur. Dans les nouvelles features de gameplay, comme je l'expliquais plus tôt, Twinsen peut également à présent réaliser des esquives, des bonds de côté, en avant ou en arrière. Fonctionnalité très utile pour le combat à distance, mais compliquée à maîtriser.
D'ailleurs, certains ennemis seront plus sensibles à certaines armes qu'à d'autres. C'est surtout le cas à partir du moment où Twinsen en possédera plusieurs. En général, selon l'armement de ceux-ci, certains seront plus sensibles à la balle, d'autres à la sarbacane, au pistolet, ou enfin au combat en corps à corps. Et tout cela se remarque selon leur pattern. Par exemple, les soldats Knarta tirant au fusil laser au rond, tout comme Twinsen, un petit temps de latence avant de tirer de nouveau après un premier tir. Mieux vaut donc dans leur cas privilégier une arme à tir multiple comme la sarbacane, ou bien profiter de leur temps de rechargement pour les avoir au corps à corps. En revanche, certains ennemis, souvent imposants, sont plus aptes au corps à corps justement, et pourront prendre le dessus sur Twinsen s'ils s'y risquent, ou voire même, dans le cas des gardes blafards, pourront l'attraper pour le frapper, laissant ainsi le joueur sans défense. En termes de difficulté à présent, contrairement au premier opus, Frédéric Reynal a cette fois fait le choix d'opter pour une difficulté progressive, avec un début très simple grâce aux balades dans les rues de l'île de la Citadelle, libre, Twinsen pouvant parler aux habitants, ceux-ci lui donnant des indices, comme dans le premier opus, ou bien lui expliquant quelques nouvelles fonctionnalités du jeu afin que le joueur puisse prendre ses repères. Et à partir de l'arrivée dans le sous-gaz, le jeu devient beaucoup plus exigeant, avec de plus en plus de combats, d'ennemis imposants, de boss, de pièges mortels, et enfin de phases de plateforme exigeantes. Comme précisé précédemment, certains utilitaires sont certes optionnels, mais peuvent bien aider à pallier à cette difficulté. Je pense notamment aux sorts de protection, obtensibles dans un mini-donjon optionnel, et très utile pour certains passages ultérieurs. Le jeu offre également parfois différentes possibilités aux joueurs afin d'éviter des passages compliqués. Par exemple, au début, Twinsen peut se rendre à la grotte du Tralu de deux manières différentes, en sautant de la colline pour atterrir à l'entrée de la grotte en contrebas, ou bien en passant par une première grotte remplie de serpents, ainsi que d'une araignée géante, infligeant beaucoup de dégâts. Après ce combat, s'ensuivront deux sauts assez exigeants pour compléter le tout. Et il y a ainsi de nombreux autres exemples divers et variés proposés dans ce jeu, pour plusieurs situations pouvant être punitives ou non. Par exemple, si Twinsen frappe les enfants dans l'école au début du jeu, il se fera taper par leur grand frère à la sortie de celle-ci. Lorsqu'il doit récupérer son protopack au centre de colis, Twinsen a le choix entre sortir le colis via une énigme et une manipulation assez exigeante, ou bien payer un employé pour qu'il le fasse à sa place. Les énigmes proposées par le jeu sont également bien trouvées, et feront appel à la curiosité du joueur, à devoir tester différentes techniques de manipulation, à réfléchir et à explorer. L'exploration étant, comme je l'expliquais, encore une fois de mise dans cet opus. Les cinématiques du jeu ont elles aussi bénéficié d'une meilleure mise en scène, d'une meilleure direction artistique et de plus beaux effets, et ont par conséquent moins mal vieilli que celles du premier opus, mais ont également conservé le même humour, tout en offrant, cette fois, des passages un peu plus dramatiques. Ces cinématiques seront plus nombreuses, mais transmettent aussi divers états émotionnels. Entre par exemple la scène humoristique du wagonnet dans le temple de Bu, ou encore la dernière scène du jeu bien plus chargée en suspense où Twinsen a vaincu Funfrock, et enfin la scène d'introduction. Là où dans le premier opus, un narrateur et un texte écrit nous expliquaient la situation avant de nous laisser jouer, ici, c'est une cinématique défilant sur un tas de souvenirs du premier opus, avec Twinsen en narrateur s'adressant aux joueurs, racontant son histoire, ce qu'il s'est passé depuis la fin du précédent volet, avant de basculer sur le présent, l'île de la Citadelle vivant de nouveau en harmonie, jusqu'à ce que la tempête n'arrive. Une cinématique pleine de nostalgie pour tout fan du premier épisode. Et je pense que cela était le meilleur choix à faire étant donné que le scénario s'avère justement souvent plus dramatique, porteur de messages et plus mature que son prédécesseur, bien qu'il soit également toujours enclin à l'humour. De même que dans le doublage, le casting s'est déjà pas mal étoffé, et les dialogues sont toujours aussi bien écrits. Mais surtout, là où le premier volet était plutôt neutre ou monocorde au niveau des voix, les doublages sont ici bien plus imprégnés d'émotions. Tu es ignoble, Funfrock, et j'empêcherai tout cela. Twinsen, selon la situation par exemple, s'exprimera sur des tons différents et bien plus émotionnels, entre la sympathie, la colère, la peur ou encore la pitié. Fuir sur la Lune dans la plus grande discrétion, et la Lune ira détruire ma planète. Je dois aller sur cet îlot pour empêcher cela. Pouvez-vous m'aider à aller jusque là-bas? Et il en va de même avec tous les autres personnages avec qui l'on peut interagir. Le fait que le studio se soit mis à travailler avec Marc Albinet a apporté énormément de changements de ce côté-là, autant au niveau de l'écriture que des dialogues. Du côté des musiques, certaines que nous avions déjà connues lors du premier opus font leur grand retour, mais également de nombreuses nouvelles musiques, collant toujours aussi bien à l'univers barré mais cependant réaliste de Little Big Adventure. En plus de cela, comme pour le premier opus, Little Big Adventure 2 bénéficie de nombreux bruitages. Des bruitages assez fidèles à son prédécesseur, tels que le bruit des sauts, du mode agressif et discret, mais également de nouveaux bruits,
comme quand certains ennemis sont touchés, ou encore le sifflement menaçant des araignées. Et c'est justement ce point sur les bruitages qui va me permettre de basculer vers les quelques défauts du jeu, qui pour le coup, sont plus que jamais subjectifs. Par rapport au bruitage justement, j'ai trouvé qu'à certains passages du jeu, il y en avait parfois beaucoup trop, ce qui est très vite assourdissant. Surtout quand il s'agit d'une phase assez longue, la répétition sans cesse en boucle des mêmes bruitages, je vous jure que ça devient vite horrible. Si bien qu'à un moment, j'ai totalement coupé le son tellement ça devenait insupportable. Je vous laisse avec cet extrait histoire que vous constatiez par vous-même. Ensuite, je parlais tout à l'heure de la difficulté progressive, ce qui certes est une excellente idée, notamment pour les débutants. Selon Frédéric Reynal lui-même, certains joueurs du premier étaient restés bloqués en prison au tout début du premier jeu, car dès le départ, celui-ci faisait preuve d'une difficulté assez conséquente. Mais cependant, là où Little Big Adventure 2 pêche un peu, c'est sur sa facilité un peu trop marquée, pour un seul point selon moi. Il est désormais possible de sauvegarder à n'importe quel moment, ce qui n'était pas possible pour le premier opus. Donc là, il suffit que vous arriviez face à un obstacle un peu compliqué, ou un saut difficile à faire, vous sauvegardez, et si vous chutez, pas grave, vous rechargez aussitôt. Ce qui peut donner aussi du mal à apprécier la difficulté du titre. Bon après, je vais pas vous mentir, pour cette chronique j'ai littéralement passé tout mon temps à sauvegarder, mais fort heureusement, je suis mort très peu de fois. Et pour finir, ce qui pour moi est le dernier défaut du jeu, c'est le farming d'argent. Dans le premier opus, il fallait surtout farmer du carburant. En achetant de gros stocks, c'était assez simple, surtout si l'on était prévoyant lors de notre partie. Pour Little Big Adventure 2, bien que les phases sur les différentes zones soient plus longues, Twinsen prendra tout autant les transports, notamment sur Zilish. En plus de cela, des actions primordiales pour l'aventure coûtent également une fortune. Par exemple, l'inscription à l'école de magie, ou encore payer le capitaine Esmer pour qu'il nous amène une première fois sur l'îlot de la célébration. Et pour cela, il faut continuellement farmer de l'argent, soit en tuant des ennemis, soit en fouillant dans les décors, soit en découvrant des spots pleins d'argent, ce qui facilite la tâche. Par exemple, au stand de fléchettes du parc de Bu. Mais devoir recommencer cette manip 5 fois d'affilée ou encore rester une demi-heure à piffer dans le casino de Zilish, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus exaltant. Enfin voilà, c'est vraiment le peu de défauts que je trouve à Little Big Adventure 2, et comme je le disais, pour le coup, c'est purement subjectif. Je dois probablement faire partie d'une minorité de personnes à avoir réellement relevé ces défauts sur le jeu, qui pour moi, en plus de cela, n'entache aucunement le plaisir à faire et refaire ce jeu de mon enfance. Après vous avoir délivré tous ces points positifs et négatifs que j'ai pu relever sur le jeu, je vais pouvoir vous donner mon avis général et vous apporter ma conclusion, ainsi que répondre à la question que j'ai laissée en suspens à la fin de la précédente chronique. Bien, mettons tout d'abord une chose au clair. Depuis le début de cette chronique, je n'ai pas cessé de comparer Little Big Adventure 2 avec son prédécesseur, faisant passer ce dernier pour un brouillon. Mais bien entendu, il n'en est rien. Little Big Adventure, tout comme sa suite, reste un excellent jeu malgré ses défauts. Afin de montrer les nombreuses améliorations du second, j'étais donc bien obligé de vous faire un comparatif avec le premier. Mais ce sont tous deux des jeux que j'ai pu faire durant mon enfance, grâce à mon père qui s'était procuré ce second opus à sa sortie, tout comme le premier. J'avais d'ailleurs, au vu de mon âge, eu l'occasion de les faire en même temps. Et tous deux m'ont énormément marqué. Pas seulement parce que ce sont mes deux premiers jeux vidéo, mais surtout car leur univers barré s'est totalement ancré en moi. Frédéric Reynal et son équipe ont ici tout mis en œuvre sur ces deux opus pour faire rêver petits et grands, avec ce monde magique, parfois drôle, parfois dramatique et parfois même effrayant. Et tout comme son prédécesseur, Marc Albinet a laissé libre cours à son imagination pour les références à la culture populaire dans cette suite. Mais cette fois, plus de références à Star Wars comme dans le premier opus. Place à présent à des références littéraires, avec par exemple ce combat entre Twinsen et les trois petits cochons, voire même à des références artistiques avec ce tableau de Twinsen prenant la place de Mona Lisa, du célèbre tableau de la Joconde par Léonard de Vinci. Mais le studio a également fait pour cet opus des références à ses propres jeux, en intégrant également en tant qu'ennemi par exemple le héros de Time Commando dans le palais de l'empereur. Comme je l'ai expliqué précédemment, la thématique du jeu, bien que souvent pleine d'humour, aborde des thèmes qui ne sont pas forcément compris par les jeunes, impliquant des sujets de guerre religieuse avec tout ce qui tourne autour de Dark Monk et de sa prophétie, face au peuple Moskibi et autres dissidents s'y opposant. Mais surtout, le jeu pointe également du doigt le système hiérarchique, avec le mode de vie des Esmer vivant par classe sociale, les puissants étant au sommet et la classe ouvrière étant reléguée au plus bas. Twinsen ne devra cette fois plus sauver de demoiselles en détresse, mais sauver son monde, ainsi qu'un autre monde, jusque-là inconnu, gangréné par le patronat,
montrant ses employés et habitants comme des moins que rien, tenus d'une main de fer par l'empereur de Zilish. Encore une fois, Little Big Adventure montre deux visions des choses aux joueurs. Dans le premier opus, les jeunes voyaient un héros partir en quête pour libérer sa femme, les plus âgés y voyaient un message bien plus sombre, libérer le monde du poids de la dictature. Pour ce second opus, les jeunes comprendront que Twinsen part sauver les mages et les enfants enlevés à cause de Funfrog souhaitant se venger, mais exactement pareil, le message est en réalité bien plus sombre. Mettre un terme à un conflit totalitaire et religieux au sein même d'un autre monde, conflit allant jusqu'à impacter le monde voisin, les habitants de Twinsen se méfiant de plus en plus des Esmères, qui, poussés par l'empereur, commettent des crimes. Et il en est de même pour la morale du jeu, le message transmis à la toute fin de celui-ci, lorsque tous les peuples sont réunis et vivent en harmonie. Ce message est une ode à la tolérance et à l'acceptation, un message simple mais fort, montrant que même si l'on ne vient pas du tout du même endroit, si l'on n'a pas les mêmes coutumes ou la même religion, on est et on meurt de la même manière, et qu'il n'y a aucune raison de créer des conflits pour tout cela. Personne n'est supérieur, on reste humain et égaux. Little Big Adventure 2 se veut donc bien plus fort et impactant en termes de messages subliminaux que son prédécesseur, montrant indirectement Zilish comme étant une représentation de notre société dans son sens le plus extrême, pour ainsi dire plutocratique, où seuls les riches ont le droit d'exprimer leur opinion et ont le pouvoir. Pour au final nous dévoiler à quoi ressemblerait un monde idéal, où chacun ayant ses propres croyances ne serait plus mis à l'écart, sans aucune forme de hiérarchie, de discrimination, ni de conflit. En bref, une réelle harmonie, passant de plutocratie à une réelle démocratie. Et nous voici à présent en 2021, 24 ans après la sortie de Little Big Adventure 2. Peu de gens se souviennent de Little Big Adventure et de sa suite, pourtant tellement marquante. Mais cependant, il existe toujours une fanbase un minimum conséquente, caressant toujours l'espoir de voir un jour débarquer Little Big Adventure 3, qui devait initialement sortir et donner suite aux aventures de Twinsen, Zoé et même de leur fils, nommé Arthur. Les trois personnages auraient été jouables, selon les dires de Didier Chanfray. Un épisode qui devait être à la base le dernier de la saga, formant ainsi une trilogie. Une conclusion qui devait se concentrer sur la mutation cataclysmique de la planète Twinsen. Autrement dit là, une référence au réchauffement climatique devenant de plus en plus préoccupant. De plus, en parallèle et selon les idées de Frédéric Reynal, c'est dans cet épisode que l'on aurait découvert que Twinsen est bel et bien le fils de Funfrog, ce qui confirme plus ou moins ma théorie de la chronique précédente avec les références à Luke et Vader. Malheureusement, le jeu ne verra jamais le jour, puisque pour produire Little Big Adventure 2, le studio a dû vendre ses parts à Sega, qui, en 2004, faute de moyens, fermera définitivement les portes du studio. Mais malgré tout, la porte à un Little Big Adventure 3 n'est pas totalement fermée. L'équipe peut toujours un jour trouver un éditeur voulant bien aider à produire le projet, mais le budget serait, en vue des technologies actuelles, bien plus conséquent que par le passé. Le risque étant encore une fois, est-ce que le jeu fonctionnera auprès du public, et donc sera rentable par rapport à son prix de production? C'est également ce risque qui fait que Little Big Adventure 3 n'a jamais vu le jour. Espérons seulement un jour pouvoir voir débarquer ce grand projet sur nos écrans, pour pouvoir connaître la conclusion des aventures de Twinsen. Et donc, on en vient à la fameuse question. Pourquoi Little Big Adventure et sa suite sont autant oubliés de nos jours? Eh bien, tout d'abord, le premier opus est sorti sur PC, où il a connu un franc succès. Puis au vu de cela, il est sorti ensuite sur PlayStation. Et là, malheureusement, peu de ventes ont été réalisées. Le jeu, contrairement à sa version PC, n'a pas plus marché que ça. Car à cette époque, les joueurs consoles voulaient des jeux entièrement en 3D. Ce qui faisait donc que des titres tels que Little Big Adventure passaient inaperçus. De plus, celui-ci n'a pas bénéficié de beaucoup de com auprès du public. C'est d'ailleurs pour cela que le second volet n'est sorti que sur PC, par choix des développeurs, au vu des faibles ventes du premier opus sur console. Au résultat de tout cela, étant donné que depuis des années, il y a une communauté bien plus importante de joueurs console que sur PC, malgré que la donne se soit un peu plus rééquilibrée ces 10 dernières années, la saga Little Big Adventure a peu à peu disparu de la mémoire collective. Devenant un souvenir oublié pour beaucoup, un jeu inconnu pour d'autres, et enfin, un espoir de renaissance pour la fanbase toujours présente depuis plus de 2 décennies. Et pourtant, malgré la fermeture du studio et le fait que Little Big Adventure 3 n'ait jamais vu le jour, Frédéric Reynal a continué son chemin, recevant en 2006 le titre de chevalier des arts et des lettres aux côtés de Michel Ancel, créateur de Rayman, et de Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et Zelda. Par la suite, il travaillera avec quelques sociétés en tant que consultant, puis avec Ubisoft pour créer le jeu BattleTag en 2010. Et enfin, en 2014, il fondera le studio Gloomywood, avec lequel il créera, accompagné une nouvelle fois de Didier Chanfray,
le jeu Too Dark, un survival horror en 2D où l'on incarnera un détective résolvant des affaires dans un univers et une ambiance très sombre et macabre, renouant ainsi avec son premier succès, Alone in the Dark, la boucle étant ainsi bouclée. Nous sommes le 8 septembre 2021, à l'heure où j'écris ces lignes supplémentaires, alors que la vidéo est en montage depuis un moment déjà. Un mystérieux tweet vient d'être publié, de la part d'un nouveau studio tout juste fondé, le studio 2.21, annonçant le retour de la saga avec un nouvel épisode, 24 ans après la sortie du second volet. Et une fois de plus, Frédéric Reynal et Didier Chanfray seront de la partie. Ainsi, malgré tous les rebondissements que sa carrière a connus, Frédéric Reynal n'aura de cesse de nous faire rêver, comme il le fait si bien depuis 1992. Et tant qu'il y aura des joueurs pour se souvenir de son travail sur la saga Little Big Adventure, l'aventure magique du héros de Twin Sun restera gravée dans l'histoire du jeu vidéo.